Et bien voilà, vous êtes sur Sherlock King Radio. En ce dimanche après-midi, je vous offre un invité, ce témoignage exceptionnel, un enfant bien de chez nous, et puis peut-être un enfant d'ailleurs également. Il s'appelle Léo, il s'appelle Stéphane, ce sera peut-être à lui de le choisir, ce prénom. Alors, je vous appelle Léo, je vous appelle Stéphane. Oh, pour ce soir, on pourra dire que c'est Léo, puisque le thème étant de repartir aux origines. Maintenant, c'est vrai que j'ai plusieurs surnoms. Il y a Stéphane, Léo, Esteban. Donc, je réponds quand on m'interpelle dans la rue, je réponds aux trois. Donc, pour ce soir, il y aura pas de problème. Léo, ce sera bien un beau retour aux sources. Eh bien, Léo, vous êtes un enfant, en tout cas, qui est d'ici, qui est de chez nous. Vous avez grandi ici. Vous êtes arrivé en Belgique à l'âge de 2 ans et demi. Alors l'avion a atterri un 1er juillet 1980, donc j'avais effectivement, selon les dates officielles, 2 ans et demi. Pas beaucoup de souvenirs de cette époque. J'espère qu'au fil des questions, ils reviendront, j'aurai peut-être des images, des flashbacks. Mais donc oui, j'ai aujourd'hui officiellement 35 ans, ça fait déjà plus de 30 ans que je foule le territoire belge. Alors un enfant de Belgique et pourtant, vous êtes en face de moi, vous avez la peau extrêmement basanée. Et vous êtes d'origine indienne. Alors pourquoi l'Inde, vous l'ignorez, mais en tout cas c'est un pays dont vous vous souvenez. Alors la peau basanée, on a eu un hiver assez rigoureux et je suis beaucoup moins bronzé que je ne devrais l'être. D'ailleurs j'attends le soleil avec impatience. Quant à la question, c'est un peu paradoxal. L'Inde, oui. Votre histoire, c'est l'Inde. Vous êtes né en Inde. Tout à fait. Dans quelle région exactement ? Alors la ville s'appelle Pondichéry, c'est au sud de Madras, dans le Tamil Nadu. Alors on dit Chennai aujourd'hui, puisque l'Inde a renommé la plupart de ses grandes villes. J'ai pas vraiment de connaissance de ce pays, en tout cas beaucoup moins que je devrais, au regard et au vu de la plupart des autres personnes adoptées. L'Inde est un pays qui me fascine, mais qui a une vocation touristique pour moi. Un de mes surnoms, donc Esteban, m'invite à plutôt aller voyager au Pérou. D'ailleurs, si je mets l'Inde dans mes destinations, ce sera en 3e place. La première sera pour le Pérou, la deuxième sera pour le Japon et la 3e pour l'Inde. Alors pourtant, vous êtes né, vous l'avez dit, le 3 février 1978, officiellement, en tout cas c'est ce qui figure sur les documents officiels. Vous auriez donc 35 ans aujourd'hui, et en 35 ans, vous n'êtes pas encore retourné en Inde. Non. Alors j'ai 3 raisons pour lesquelles je n'arrive pas, je n'ose pas, je ne veux pas, je ne sais pas, je n'ai pas de raison réelle. La première, c'est que partir en Inde, c'est un voyage qui nécessite 3-4 semaines de congé. Je n'ai jamais eu dans ma longue carrière d'écrivain ou même en tant que salarié, je n'ai jamais eu 3 semaines de congé d'affilée. La deuxième, c'est le prix du billet, bien sûr, qui n'est pas donné. Et la 3e raison, c'est comme c'est mon pays d'origine, j'ai envie d'être un visiteur dans un pays et non pas un enfant du pays qui revient aux sources. Et donc je me suis dit, je retournerai en Inde comme voyage de noces. Alors vous l'avez dit, vous êtes écrivain, vous racontez donc des histoires, et pourtant vous êtes une histoire à vous seul. Alors c'est quoi une histoire ? Eh bien c'est tout simplement 2 vies. La première, de votre naissance à vos 2 ans et demi. Est-ce que vous en avez le moindre souvenir ? Alors, j'aime bien dire que je suis un garçon comme un dé à 6 faces. La première face, effectivement, concerne les 2 ans de mon existence en Inde. Je n'ai aucun souvenir de cette période. Alors évidemment, c'est très très ancien. Et je ne sais pas si même les natifs en Belgique se souviennent de leurs 2 premières années. Mais eux ont l'avantage, par rapport à d'autres, d'avoir des photos, des souvenirs, des parents, des gens, de la famille qui leur racontent toutes ces histoires. Moi, je n'ai que 3 ou 4 photos de cette période, prises à l'orphelinat, j'imagine. En fait, je n'ai aucune certitude par rapport à l'origine de ces photos, ni même que ces photos soient réellement moi. Soyons clairs, vous avez donc été abandonné. C'est une option. Ce qui est certain, c'est que je me suis retrouvé dans un orphelinat. Alors, comment on se retrouve dans un orphelinat ? Peut-être, c'est une question que je me suis posée, notamment parce qu'il y a beaucoup de films ou de séries qui reparlent de l'abandon, de l'adoption. Quand j'étais petit, je regardais Candy, et elle était au berceau, elle était déposée devant la maison de Pony.
Et effectivement, on peut penser que je suis né dans une poubelle, abandonné par une mère qui a un passé qu'on ne connaît pas. Vous voulez dire que vous ignorez l'histoire aujourd'hui? On ne vous a pas dit dans quelles conditions cet orphelinat vous avez recueilli? Je n'ai jamais posé la question et je pense aussi que personne n'a jamais eu l'idée de poser la question en partant du principe que mes parents natifs d'origine sont théoriquement décédés. Donc, en sachant ou en ayant la conviction que les parents sont décédés, je n'ai moi jamais fait de recherche pour retrouver quelqu'un qui est mort. Alors il faut savoir que l'Inde dans les années 80, ça n'a rien à voir avec l'Inde de 2010. C'est quelque chose de... c'est un monde à part. L'Inde était encore, on peut dire, si on compare avec un pays occidental civilisé, c'était encore le Moyen-Âge. Au niveau administratif, il n'y avait aucun document. Il y avait peut-être un registre manuscrit et encore... Donc c'est très difficile de faire des recherches sans aller sur place. Maintenant, moi, je pourrais vous raconter d'autres histoires avec d'autres personnes qui ont plus de chance, entre guillemets, qui ont même de la famille. Qui ont fait parfois. les démarches en tout cas pour retrouver certaines traces, notamment ce manuscrit où on peut retrouver certains noms. Tout à fait, des recherches, et donc comme je disais, qui peuvent se déplacer, aller rencontrer des personnes ressources, des personnes de contact. Moi, je n'ai qu'un nom, c'est le nom de l'orphelinat, et petite parenthèse, donc l'orphelinat c'est Saint-Louis de Gonzague, et c'est un clin d'œil puisque j'ai fait mes études secondaires à Saint-Louis, à Liège. Quelle coïncidence. C'était une belle coïncidence. Saint-Louis de Gonzague, et donc il se trouve dans cette ville en Inde que vous avez citée tout à l'heure, Pondichéry. Et donc vous n'y êtes pas encore retourné. Il existe toujours actuellement de nos jours? Le village, la ville existe toujours. Quant à l'orphelinat, je ne sais pas, peut-être. Je n'ai jamais fait de recherche vraiment approfondie. D'accord, nous verrons dans cette émission si vous comptez les faire, ces démarches, en tout cas ces recherches, retrouver peut-être cet orphelinat, et peut-être pourquoi pas un manuscrit avec votre petit prénom, votre nom, qui est donc Léo, et vous allez nous le dire, comment l'avez-vous su surtout? Mais d'abord citez-le, le nom. Alors, je ne sais pas si la prononciation est correcte, mais c'est Léo Jarej ou Jayaraj, selon l'orthographe classique. C'est le nom qui est sur ma carte d'identité et mon passeport indien. En fait, mon premier passeport est un passeport indien. Donc, mon document officiel par lequel je suis venu, c'est celui-là, et il est ainsi sur tous les documents. Voilà, restez avec moi. Nous allons forcément avec Léo, avec Stéphane, parcourir son histoire, parcourir un peu l'Inde aussi. Restez avec moi sur Charles King Radio dans ce dimanche. Et dans cette émission, c'est un témoignage exceptionnel que je vous propose. Vous êtes de retour sur Charles King Radio dans cette émission qui se veut être aussi la vôtre. Vous pouvez bien sûr interagir et surtout écouter l'histoire d'aujourd'hui. Stéphane Van Puyvelt qui vous parle de son histoire, son passé en Inde jusqu'à l'âge de 2 ans et demi parce qu'il est bel et bien un garçon adopté. Alors adopté, c'est un mot fort. Je suis né le 3 février 1978 officiellement, c'est la date que l'on m'a donnée, elle figure sur tous les documents officiels, mais je ne suis pas certain d'être né ce jour-là pour autant. J'aime beaucoup cette date, j'aime le mois de février, j'aime l'idée d'être du signe du zodiaque du Verseau. Léo pour aujourd'hui, Stéphane pour toujours, c'est certain ça? Stéphane pour toujours? Alors On ne retrouvera jamais Léo, le petit Léo? Je ne sais pas, il ne faut jamais dire jamais de toute façon. Et puis, comme je l'ai dit au début, j'ai plusieurs prénoms, j'ai plusieurs faces. Et il n'est pas exclu qu'une fois que Stéphane de Novelas, l'éditeur, le président de Novelas ASBL et l'écrivain, cède sa place à un brahman, un chaman ou à quelqu'un qui voudrait retourner aux sources plus intimes et sous un autre patronyme qui est peut-être le mien de base, peut-être. Justement, vous ne croyez pas plutôt que c'est donc inné, le fait d'avoir été peut-être adopté et d'avoir eu donc une seconde vie qui vous donne ce goût au changement de peau, changement d'identité, donc changement de prénom. Est-ce que ce n'est pas justement quelque part une recherche toujours identitaire? Alors la question est pertinente et effectivement je me suis posé la question plusieurs fois en me demandant qui j'étais, qui je pouvais être. Et j'ai pris avec moi un livre qui s'appelle Entre cœur et esprit. C'est Être libre entre cœur et esprit que j'ai écrit, qui a été édité il y a 2 ans. J'écris la suite. Et effectivement, je me pose la question de savoir si je ne suis pas un esprit dans un corps et que cet esprit n'est pas la réincarnation de quelqu'un d'autre, d'un autre individu.
Parfois même, on me dit souvent que je suis souvent dans la lune et capable de m'extraire de la réalité. Et c'est peut-être ça, en fait. C'est que mon esprit vient dans ce corps qui est ici physiquement, et de temps en temps, il se balade. Et parfois, il contrôle mon corps, et parfois, c'est mon corps qui le contrôle. Bien, c'est assez fascinant. Vivants ou morts, vos géniteurs indiens? Vous le savez aujourd'hui? Pas de réponse. A priori, tout le monde, donc les parents et toutes les personnes a priori concernées, ont dit qu'ils étaient morts, mais de nouveau, comme pour la naissance, il n'y a aucune trace valable et vérifiable. Mais donc, sur quoi se base-t-il pour ces informations? J'ai deux options. La première, c'est la volonté de ne pas blesser ou de ne pas permettre à l'enfant que j'étais de faire les démarches. Je pense pas que ce soit cette option-là. C'est pour ça que la deuxième, tenant compte de l'espérance de vie à l'époque, des maladies, du contexte économique, socio-professionnel et des guerres. Il faut dire que Pondichéry est dans le Tamil Nadu, qui est un peuple de Tamouls. On parle des tigres tamouls dans les années 80. Donc l'espérance de vie était relativement courte. Donc il y a beaucoup plus de probabilités qu'il soit mort que vif. Alors, l'abandon, pourquoi, à votre avis? Vous avez peut-être une idée? Vous venez peut-être déjà de donner la réponse. Les conditions de vie socio-culturelles et surtout financières ou d'ordre sanitaire peuvent peut-être expliquer les abandons, parce que je crois qu'en Belgique, nous avons beaucoup d'adoptions de petits garçons ou de petites filles indiens. L'Inde est vraiment, je pense, à l'époque, vous l'avez dit, souffrante. Et je crois que c'est la base un peu des abandons. Alors, dans les années 80, il faut toujours recontextualiser dans l'époque. Dans les années 80, l'Inde était un pays assez pauvre, qui est toujours d'ailleurs pauvre en fait, et c'était un pays ouvert à l'adoption. Contrairement à la Chine qui était un pays fermé, les autres pays d'Asie étaient assez peu appréciés, le Vietnam sortait de la guerre, et donc là il y avait effectivement un grand contingent d'expatriés, mais l'Inde était déjà un pays prisé par son originalité, sa culture, son exotisme si on veut. Mais l'Inde a arrêté les adoptions dans les fins des années 90, donc a priori il ne devrait plus y avoir beaucoup d'enfants. Moi je suis issu d'une génération où on peut dire que, je dis ça moi-même, maintenant je n'ai pas de chiffre exact, mais on peut vraiment penser que 50% des personnes adoptées d'origine étrangère étaient des Indiens. Il y avait des associations très efficaces et qui se déplaçaient en plus sur le territoire indien. Et donc il y avait bien sûr des gens qui venaient de Bombay, New Delhi, et Pondichéry en tant que comptoir français était une des villes de référence. Croyez-vous qu'ils aient eu plus d'enfants que vous, ou peut-être 2, 3? Est-ce que c'est possible d'avoir eu justement d'autres abandons de la même maman et du même père? Alors de nouveau, comme je ne sais absolument rien de ce passé, j'ai écrit une histoire, j'ai commencé il y a plusieurs années une histoire sur l'origine, pseudo-origine de mon père. Et étrangement, je n'ai jamais pensé à ma mère dans cette création. Ça ne fait que 1 ou 2 ans que je me dis que le rôle de ma mère doit finalement être prépondérant. Maintenant, voilà, dans l'histoire, je n'ai pas encore défini quels étaient les statuts. Donc aujourd'hui, je pourrais pas vous répondre parce que je n'ai tout simplement pas la réponse. Maintenant, on peut se rassurer, ou les gens qui m'écoutent pourraient se rassurer en se disant que elle avait 16 ans, elle venait de se faire violer, ou bien qu'il y avait déjà 4 enfants dans la maison et que assurer la subsistance d'un 5e n'était pas possible et qu'il valait mieux, au bénéfice de l'enfant, mais ça resterait une histoire, ça reste utopique, ce n'est pas la réalité, on l'ignore. A priori, personne ne connaîtra vraiment la réalité, et en tout cas, à part en y retournant et par hasard, en principe non. Oui, parce que vous avez peut-être là-bas des oncles, des tantes, des frères, des sœurs, ou peut-être même encore ses parents, mais ça, vous ne désirez pas aujourd'hui aller à cette rencontre-là. Vous ne le souhaitez pas pour le moment, à 35 ans? C'est quand même le moment peut-être, non? Alors, que ce soit aujourd'hui, il y a 10 ans ou dans 20 ans, je pense que ce n'est pas un souhait. C'est quelque chose qui pourrait avoir lieu. Maintenant, de nouveau, en partant du principe qu'ils sont morts, je n'ai pas d'attente, puisque je n'ai pas d'espérance à ce niveau-là. Je n'ai pas d'attente non plus, je le dis honnêtement, mes parents... Il y a encore peut-être de la famille, il y a encore peut-être des gens, des descendants d'eux, d'autres enfants. Peut-être.
Et vous ne voulez pas aller à leur rencontre? Vous ne voulez pas savoir? Je pense que la famille est l'endroit où l'on vit et mes parents adoptifs sont mes parents, devant la loi et même devant mon cœur finalement. Ah oui, justement, on y viendra. On va parler effectivement maintenant de votre véritable famille, ceux qui peut-être vous empêchent d'aller dans le retour, dans le passé. Et ce sont ces gens qui aujourd'hui vous aiment. On le voit tout de suite dans la suite de cette émission. On voit pourquoi vous ne désirez pas retourner en Inde, voir un petit peu d'où vous venez et s'il y a encore des traces de votre histoire là-bas, des proches, des parents ou d'autres enfants de vos parents, en tout cas de vos géniteurs, on va les appeler comme ça. Mais vos parents sont bel et bien en Belgique, ils sont belges, ils vous ont adopté à l'âge de 2 ans et demi et on comprendra dans quelles circonstances et surtout quelle est votre histoire par rapport à eux. Mais restez avec moi, c'est la suite de cette émission bien sûr, qui vous est offerte en ce dimanche. Vous êtes de retour sur Charles King Radio dans cette émission qui se veut être la vôtre. J'espère qu'en ce dimanche, vous êtes à l'écoute de l'histoire de Stéphane, Léo, cet enfant né en Inde, adopté par une famille en 1980. On est dans les années 80, Stéphane, on est vraiment dans une époque où l'adoption se fait, encore aujourd'hui très couramment et très facilement, mais à l'époque plus encore. Et beaucoup de petits hommes, de petites femmes venant de l'Inde arrivent dans les bras de Belges. Et vos parents sont belges? Alors, mon père est belge, ma mère est luxembourgeoise, ma tante est irlandaise, donc c'est une famille très, très ouverte. Et maintenant, oui, effectivement, ils sont belges, ils sont en Belgique au moins depuis 50 ans, donc on peut dire qu'ils sont belges. Alors, ils vous adoptent, vous avez 2 ans et demi lorsque vous arrivez forcément sur le territoire belge, avec plus ou moins un lourd passé, on l'ignore, une famille à l'époque qui vous a mis au monde là-bas en Inde, on l'ignore, des frères et sœurs, on l'ignore, des tantes, des oncles, on l'ignore. Et vous l'ignorez, et vous continuez, et en tout cas vous le souhaitez, à l'ignorer. Alors, souhaiter et ignorer sont 2 termes assez forts, ce n'est pas... De nouveau, il faut plutôt penser dans l'autre sens, c'est-à-dire que partons du principe que je suis enfant adopté, de père et de mère inconnus tel qu'il est inscrit dans mes documents, je n'ai pas effectué les démarches de recherche. Mais vous pourriez. Bien sûr, j'aurais pu. Est-ce que vos parents adoptifs sont contre, s'opposent à ça? Non, je veux dire, ils n'ont jamais fait de démarche pour aller contre, ils n'ont jamais fait de démarche pour aller pour. Étant dans une famille assez ouverte, on a toujours eu la possibilité, moi et les personnes qui étaient avant, il faut savoir que mes parents sont famille d'accueil, donc ils accueillaient des gens qui étaient placés par le juge, et donc ils ont une ouverture d'esprit assez grande par rapport à ça. Maintenant, c'est quelque chose de très personnel, la recherche de son identité et de ses origines. Moi, je n'ai jamais fait la démarche parce que j'ai pris pour argent comptant, et je pense que c'est la réalité, que mes parents étaient morts, que je n'ai pas de famille, que je suis enfant unique en Belgique et là-bas. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont la chance, ou la malchance, entre guillemets, d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Et pour eux, ils ont cette notion de sang, de filiation, de paternité, de famille brisée. Moi, je n'ai pas cette option de famille brisée puisque ma famille est en Belgique. Oui, et puis vous l'ignorez puisque vous n'êtes pas encore allé à leur rencontre. Maintenant, votre famille d'adoption en Belgique ne s'est jamais opposée à ce que vous fassiez les démarches. C'est vous qui ne le souhaitez pas pour le moment. C'est peut-être plus facile. On ne se ment pas dans ces cas-là. On essaye de ne pas troubler son petit quotidien. Vous êtes heureux. Est-ce que vous avez été heureux dans votre famille d'adoption depuis votre arrivée sur la Belgique? Je pense que j'ai la chance d'avoir une adolescence très simple, très sympathique. J'exerce le métier que j'ai toujours voulu exercer. En tout cas, à 17 ans, je l'avais dit en passant à la télévision. Je voulais devenir écrivain, je suis écrivain. Moi, je pense qu'il y a eu 1 ou 2 frictions à mes 18 ans. Suite à cela? Suite à cette histoire? C'est juste par rapport à une quête de liberté, mais je pense qu'il y a des frictions beaucoup plus importantes dans des familles classiques. Pourtant, vous vous êtes rendu compte que vous aviez quelque chose de différent et vous n'aviez que 19 ans et pas que 19 ans, déjà 19 ans. Pourquoi si tard alors que la différence était claire par rapport à votre famille d'adoption, que ce n'étaient pas vos vrais parents? Pourquoi ce silence et surtout ce non-dit? Jusque 19 ans en tout cas. En fait, là, il faut plutôt penser qu'à 19 ans, j'ai dû tout simplement je voulais entrer à la haute école de la ville de Liège et que pour s'inscrire, il faut rentrer un document très simple qui est un extrait d'acte de naissance. Et moi, je n'avais pas d'acte de naissance, forcément, vu qu'a priori, je suis
nés dans des conditions particulières. Et donc c'est juste pour avoir ce document-là que moi je me suis mis en quête de devoir faire les démarches. Et j'ai même d'ailleurs dû engager un avocat pour légaliser les documents que j'avais en tant que preuve d'acte de naissance. Donc jusqu'à l'époque où, donc jusqu'à ce moment-là, je m'étais jamais posé la question de savoir vraiment d'où venaient mes origines, puisque quand je me regarde dans la fenêtre ou dans une glace et que je me mets à côté de mes parents, il y a une évidence qui saute aux yeux. Ils sont blancs, je suis brun. Ça aurait été beaucoup plus difficile à visualiser ou à comprendre pour une petite fille de 7 ou 8 ans, blanche, adoptée par des parents blancs, où la différence n'était pas visible. Donc forcément, je ne me pose pas de questions. Je suis indien, je suis né en Inde. D'ailleurs, à Bruxelles, c'est quelque chose de paradoxal. Tout le monde me parle en anglais plutôt que de me parler en français, alors que quand je me balade dans les rues de Liège, on me tape sur l'épaule. Vous leur avez posé la question à quel âge exactement? À quel âge tout cela vous est venu et vous est paru bizarre? À quel moment de votre existence? Alors je serais bien incapable de donner une date précise. Maintenant je sais qu'en primaire on était 2 enfants d'origine étrangère. Il y en avait un qui était libanais si mes souvenirs sont bons, et moi qui étais indien. Donc quand on voit la photo de classe, on voit tout de suite qu'il y a quelqu'un qui fait entre guillemets tâche. Et voilà, mais c'est en étant conscient du fait que j'étais différent, j'acceptais ma différence. J'ai un regard sur moi qui est relativement positif, optimiste. Je ne vais pas me plaindre du fait d'être indien. Au contraire, les Indiens ont toujours été bien mieux acceptés que les Arabes ou que les Italiens dans les années 60. Et vos parents vous ont dit voilà, on t'a adopté. Quel âge aviez-vous quand vous l'avez su? Je ne sais pas. Je pense, on va dire, l'âge où je peux être capable de comprendre ce que signifie le terme adoption. Mais vous leur avez posé une question ou des questions? Non, je pense que, de nouveau, comme c'était évident que ce n'étaient pas mes parents naturels, voilà. Maintenant, c'est pas forcément moi qui ai posé la question à mes parents, c'est plutôt mes amis qui, eux, ne comprenaient pas pourquoi ils jouaient avec un enfant qui était de couleur, alors que les parents étaient blancs. Et je pense que dans la rue, même dans la rue dans laquelle je vivais, la voisine d'en face, on en parlait de temps en temps, c'était une bonne blague qu'on se faisait, elle disait toujours, mais madame, elle n'est pas noire, avec un accent bien liégeois, que je n'ai pas pris. Et donc voilà, je devais avoir 8 ans, peut-être 7 ans, et en ayant cette question, voilà, moi c'était une évidence. Ce qui paraît évident pour moi ne l'est absolument pas pour les autres, mais moi je me pose pas ce genre de questions, puisque la réalité est ce qu'elle est. Donc vous ne vous sentez pas véritablement étranger dans votre corps? Alors dans mon corps, non. Maintenant, c'est un peu paradoxal de se dire que c'est comme les étrangers qui s'expatrient. Un Indien en Belgique ou un Marocain en Belgique est un étranger en Belgique et au Maroc. C'est-à-dire comme il y a 2 pays. Moi, je suis un Belge de nationalité, j'ai été légalisé sans problème, mais de nouveau, les gens à Bruxelles me parlent en anglais parce qu'ils pensent que je suis un Indien, et si je devais aller en Inde, je serais sans doute considéré comme un Belge, un Européen, un Occidental. Vous appelez papa et maman vos parents adoptifs? Oui, toujours, depuis le début. Je pense que ce serait négatif, dangereux et décevant de ne pas leur accorder le titre. Le titre de papa, maman, c'est un titre sociologique. C'est quelque chose qui fait que, voilà, de temps en temps, j'aime bien dire ce sont mes tuteurs légaux, parce qu'au vu de la loi, c'est effectivement ce qu'ils sont. Mais un homme ou une femme qui aime son enfant, qui aime les gens en général, qui prennent soin de cette personne, mérite le titre de père et mère. Vos parents d'adoption sont-ils donc de vrais parents? Bien sûr. Vous les aimez? Je les aime comme tout enfant doit aimer ses parents, et les parents, même comme tout parent, doivent aimer les enfants, c'est-à-dire avec beaucoup de crainte dans un sens comme dans l'autre parfois, et beaucoup d'attention, de tendresse, et on prend la peine d'essayer de partager des choses. Ça paraît évident, ça paraît magnifique quand vous le dites, et on a envie de vous croire, on aime vous entendre en parler. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Pour beaucoup de familles, c'est pas toujours non plus facile, et il n'y a pas que de l'amour dans les adoptions. On le verra dans la suite de cette émission. Restez avec moi sur Sherlock King Radio en ce dimanche. Vous êtes de retour sur Sherlock King Radio dans cette émission qui est aussi
peut-être la vôtre. Cette histoire, oui, elle vous parle. Vous êtes peut-être un enfant adopté d'Inde également. Vous avez peut-être été victime de maltraitance dans cette famille d'adoption, cette famille d'accueil qui vous reçoit logiquement comme un enfant que l'on met au monde. Et c'est pas le cas de Stéphane, en tout cas, il n'a jamais été victime de maltraitance ou de réabandon, on va dire réabandon. En tout cas, être réabandonné par les personnes qui vous ont adopté. Ça paraît paradoxal, Léo, n'est-ce pas ? Et pourtant, ça arrive. Oui, et je dirais que c'est même relativement fréquent que l'enfant se sente abandonné. Ça ne veut pas forcément dire que les parents abandonnent, mais il a une réaction vis-à-vis de la relation, vis-à-vis de l'amour et de l'attachement qui est très différent et complexe. Des enfants. Oui, et complexe, différent des enfants traditionnels, on va dire. Par contre, je voudrais peut-être nuancer aussi en disant que avant d'adopter, dans les années 80, de nouveau, il y avait toute une série de démarches financières et d'enquêtes de moralité, entre guillemets. Donc les parents qui étaient des parents adoptifs, en principe, étaient considérés comme des personnes responsables, aimantes. Et maintenant, voilà, de nouveau, on peut jamais savoir dans le cas d'un enfant quel est son vécu. Certains ont un lourd passé, et c'est d'autant plus vrai quand les enfants sont adoptés non pas à 2 ans comme moi, mais à 4 ou 5 ans, où ils ont déjà une connaissance de la langue, de leur culture. Parfois même plus, 10, 12 ans, c'est beaucoup plus difficile encore. Tout à fait, et c'est à ce moment-là, alors que les vrais problèmes peuvent venir, parce qu'il y a déjà un passé et des manques ou des choses que les parents adoptifs ne peuvent pas ou comprendre, et donc a fortiori pas combler. Donc vous, une ambiance magnifique, familiale, et une famille qui vous aime, une famille aimante. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas le cas d'autres petits garçons, petites filles adoptées, même indiens ou d'autres origines. Et c'est vrai que ça se passe encore peut-être plus difficilement. Est-ce que des parents adoptifs, en tout cas des parents d'adoption, sont toujours conscients de ce qu'ils font ? Pas toujours. La réponse, c'est pas toujours. C'est hélas dangereux également d'adopter un enfant. On a tendance à banaliser un peu la chose, mais c'est pas toujours évident et il faut s'en rendre compte. En fait, il faut se connaître les raisons qui motivent l'adoption. Alors dans certains cas, c'est vraiment un acte altruiste. Je connais une famille où ils ont 4 enfants entre guillemets naturels et ils ont adopté un 5e. Donc là, on est vraiment dans l'optique de rendre service à quelqu'un. Mais dans d'autres cas, c'est aussi pour combler un manque. Il faut se demander pourquoi les parents n'ont jamais eu d'enfants ou pourquoi ils adoptent. Et à ce moment-là, c'est là que les problèmes, les dérives peuvent arriver, parce que ce n'est pas au service ou au profit, et je n'aime pas le terme profit, mais en fonction de l'enfant qu'ils font une adoption, mais c'est parce que eux-mêmes sont malheureux finalement dans leur situation. Voilà. Alors, jamais, quel est le regard des gens sur votre existence, votre vie, votre histoire, le 3/4 du temps dans la société de tous les jours, votre profession, vos amis, la rue, les gens de la rue. Quel est ce regard que l'on a aujourd'hui sur un enfant adopté ? Je pense que la plupart des gens que je fréquente me connaissent, donc ils savent que je suis un intellectuel, on va dire ça comme ça. En tout cas, j'ai une très bonne maîtrise de la langue française. Je me suis bien intégré. C'est le cas de la plupart des gens d'origine étrangère que moi je fréquente. Donc forcément, on a un regard ouvert, beaucoup plus grand. C'est peut-être plus dans l'enfance où les paroles des enfants sont blessantes, parce que inconscientes finalement. On blesse parce qu'on a envie de blesser. Mais c'est-à-dire ? Je sais pas, par exemple, quand j'étais plus petit, on m'appelait Blanche-Neige, ou même les surnoms qu'on pouvait me donner. Il y a Mowgli. Mowgli, c'est quand même beaucoup plus sympathique que Blanche-Neige, et surtout, ça fait référence à d'autres choses. Mais à l'état adulte, il y a quand même un certain respect et peut-être une crainte. Ils savent aussi que s'ils ont le malheur je suis quelqu'un de très ouvert, très tolérant et non violent, et ils savent que s'ils ont le malheur de faire ou de dire des choses qui vont me déplaire ou déplaire à des gens que je peux aimer, ils savent qu'ils vont m'attendre au tournant, et pas du tout de façon physique, mais verbalement ou par écrit, je vais pouvoir les remettre à leur place. Vous aviez l'espoir d'un avenir commun et heureux, vous le saviez, vous en étiez certain en grandissant, en vieillissant, vous saviez que ça allait bien se passer, ou vous aviez des peurs ? Par rapport aux parents, je pense que étant enfant et de très bas âge, la question ne s'est pas posée. Je pense que en tant qu'adulte, ce serait plus par rapport à la femme de ma vie ou des relations avec lesquelles ça pourrait être plus problématique. Non pas par rapport à l'abandon, mais c'est vrai que
j'ai la chance ou la malchance de faire beaucoup de choses, donc de rencontrer beaucoup de monde et de voir beaucoup de monde disparaître, soit par accident, j'ai connu quelques décès d'amis, soit parce que ce sont des gens qui venaient pendant un an et qui retournaient dans leur pays. Donc forcément, l'attachement est quelque chose que moi, en tant qu'Indien, je prends de façon très, très différente. Et peut-être que les autres enfants de ma génération adoptés l'ont exprimé beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Moi, j'ai la chance d'être écrivain. Et quand j'ai un problème, la plume est toujours là pour m'aider. Vous avez peur du futur ? Non. Peur du regard des autres, de vos proches, vos enfants ? Peur qu'ils vous posent les mêmes questions qu'aujourd'hui, que l'on vous pose en cette émission ? Avez-vous l'intention de retourner dans le passé, en Inde, voir votre histoire, vos géniteurs ? Alors, j'aimerais retourner... On vous posera la question. Votre femme, vos enfants vous la poseront. Moi, personnellement, j'ai dit que je retournerai en Inde pour mon voyage de noces. Donc, la femme qui serait avec moi connaîtrait mon passé et connaîtrait donc les doutes. Et c'est aussi parce que j'aurais peut-être moi-même des doutes, des peurs, des angoisses. J'ai beau me connaître très bien, je ne sais vraiment pas de quelle manière je vais réagir en étant sur place, et c'est pour ça que j'ai envie d'être avec quelqu'un. Je dirais que pour n'importe quelle expérience, que ce soit un voyage, une rencontre, un moment difficile de sa vie, il est toujours préférable d'être accompagné de quelqu'un en qui on a confiance et que l'on aime en fait. Donc voilà, maintenant pour d'autres... Et si vos enfants, s'il y en a plus tard, souhaitent eux retrouver leurs racines indiennes et voir si derrière leur papa il n'y avait pas une autre famille, si eux décident de le faire, que leur diriez-vous ? Oui, non ? Je pense que j'essaierai de les aider dans leur démarche en partant du principe que de nouveau on sera peut-être en 2050, tout aura été informatisé, mais de nouveau le problème du papier d'origine des années 80, peut-être avec un peu de chance il aura été scanné, eux ils auront peut-être plus facile que moi pour retrouver des choses. Dans 20 ans, la technologie aura tellement avancé que les choses seront peut-être beaucoup plus faciles pour elles. Pour eux. Pour eux ou pour elles, effectivement. Alors, effectivement, cette histoire qui est la vôtre est assez particulière, mais vous l'avez dit, beaucoup de bonnes choses se sont passées. Aujourd'hui, vos parents sont des parents aimants. Ils sont plutôt âgés, vous avez déjà 35 ans, ce sont des gens qui vous accompagnent tout le long de votre vie encore aujourd'hui. Tout se passe très bien ? Alors... Là, on va dire, les choses ne sont peut-être pas aussi roses. Mes parents ont 73 ans. Ils sont nés donc en 1940. Ils ont connu la guerre. Ils ont connu toutes les vicissitudes de l'histoire, de l'évolution. Je suis parti de chez moi à 27 ans, je pense. Je n'ai pas claqué la porte. Je pense qu'il y a un moment donné où les parents doivent lâcher le lest. C'est peut-être là où ça coince, c'est parce que ma mère m'adore. Et en tant que garçon, c'est pas toujours évident d'avoir un rapport aussi, pas intime, mais proche avec fusionnel peut-être. Non, pas fusionnel, quand même pas. Mais je m'entends beaucoup mieux avec mon père. J'ai d'ailleurs travaillé avec lui dans la société qu'avec ma mère. C'est parce que je suis un garçon, peut-être j'aurais été une fille, ça aurait peut-être été totalement différent. Eh bien voilà, c'est ce que l'on craint un petit peu, c'est qu'effectivement les parents qui adoptent s'investissent et ont peur encore de perdre quelque part un enfant qui ne leur a jamais, en tout cas, appartenu réellement. Est-ce que c'est un peu ça la peur ? Je pense que des parents qui adoptent sont 2 fois parents. Ils font la démarche, ils font des démarches qui font que, a priori, ils ont beaucoup plus d'émotions, de sensations, parce qu'on sait que quand c'est un lien de sang, il y a ce lien justement qui solidifie, qui surtout canalise, qui est un cadenas pour la vie et éternel jusqu'à la mort, alors que quand on est un enfant adopté, on peut plus facilement perdre cet enfant, encore plus vite peut-être. Est-ce que quelque part ce n'est pas leur peur ? Je ne pense pas, parce que je n'ai jamais montré de signe, ou peut-être dans le cas d'une dispute, non. Je suis quelqu'un de raisonnable, qui prend la peine d'écouter, de comprendre les problèmes avant de prendre une décision. Et je pense qu'ils n'ont jamais eu la sensation que je pouvais disparaître. D'ailleurs, je suis toujours en Belgique. Et vous ne les abandonnerez jamais ? Et la loi m'y oblige. Non, je rigole. Je ne compte pas partir avant eux. Et vous ne les abandonnerez jamais ? Non. Restez dans cette émission pour cette dernière partie sur Charles King Radio, cette émission de Stéphane, de Léo, l'émission qui se veut aussi être la vôtre. Vous êtes de retour sur Charles King Radio dans cette émission qui se veut être touchante aujourd'hui. On parle d'adoption, on parle de cet enfant qui vient
du pays du soleil, l'Inde, le pays un peu chaud à notre cœur, chaud tout court, parce qu'il fait chaud là-bas, Stéphane. Le climat est différent. Il y a des températures extrêmes, puisque c'est un pays continent, comme on dit. Je pense qu'il doit y avoir 1 milliard et un peu plus d'habitants. Beaucoup de confessions au niveau de la religion. Moi, je suis officiellement catholique, puisque j'ai été baptisé en Belgique. Et encore, je me demande en fait. Mais j'ai fait ma première communion en Belgique, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des hindouistes, des musulmans, des sikhs, enfin il y a de tout. Et donc, des petits garçons, des petites filles venant d'Inde, il y en a peut-être beaucoup en Belgique qui sont adoptés chaque année. Peut-être que, voilà, dans les années 80, dans cet avion, il y avait d'autres enfants. Et puis peut-être aussi que vous avez des frères et sœurs adoptés en Belgique de cette même maman, de ce même papa. Et vous l'ignorez aujourd'hui. Vous avez décidé de ne pas aller à la rencontre de cette histoire. Vous décidez encore aujourd'hui à 35 ans mais d'effacer quelque part cette famille qui est peut-être la vôtre là-bas en Inde. Et pourtant, il y a eu une maman qui, un beau jour, quelque part là-bas, a mis au monde Léo. Vous ne savez pas dans quelles conditions, vous ne savez pas où, vous ne savez pas comment, mais ça a eu lieu. Comment peut-on, toute une vie jusqu'à sa mort, oublier, peut-être même effacer, rien que cet instant magique qui est la naissance, ou bien d'ignorer totalement qu'on a eu, jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, une vie en Inde. C'est énorme, 2 ans et demi. C'est à la fois court, c'est à la fois peu, parce que c'est idéal pour l'enfant d'être adopté dans cet âge-là, mais c'est énorme. Vous avez 2 ans et demi dans une vie, dans un passé, dans un pays, et aujourd'hui vous ignorez cela et vous voulez l'ignorer. Alors je ne veux pas l'ignorer. Vous ne souhaitez pas en tout cas aller à la rencontre de cette vie-là. 2 ans et demi, c'est énorme. C'est paradoxal, on peut dire. Si on considère une vie humaine de 100 ans, de 2 ans et demi, ça fait 2,5%. C'est peu, effectivement. Donc, en termes de chiffres, non. Par contre, il y a une chose qui est fondamentale. En temps, c'est énorme. C'est que, peu importe mon âge, c'est que les 2,5% qui sont m'accompagneront toujours. Je suis indien, je me vois indien et les gens me verront indien. Donc, non, ce n'est pas que je ne souhaite pas aller à la recherche de mon passé. Je pense que c'est plus facile. Et je me trompe peut-être, et je reviens dans 2 ans et je dis totalement le contraire à ce micro aussi. Je pense que ce sont des questions que je ne me pose pas, non pas par peur d'avoir les réponses ou de ne pas avoir de réponses, mais parce que les réponses n'apporteront rien à la vie présente. Les gens qui nous écoutent, par contre, eux, se posent des questions, se disent « Elle lui a peut-être donné le sein, elle a mis au monde cet enfant, ils ont eu des rapports entre eux, ils ont eu cet enfant. Ils ont vécu dans une maison, ils ont vécu dans un champ, bref, il y a des questions. Cet enfant vient bien de quelque part, a vécu 2 ans et demi peut-être dans les bras de cette femme. Et ça, c'est assez impressionnant. Alors on est vraiment dans le mystère. C'est extraordinaire et il faut le comprendre pour ceux qui nous écoutent que c'est à la fois magique et on s'imagine bien sûr cette image de cette femme indienne vous portant dans ses bras un enfant nu, un enfant indien. C'est quelque chose que l'on ne peut pas effacer, que l'on ne peut pas ignorer. En tout cas, vous le comprenez ça, que les gens ne peuvent pas imaginer qu'on puisse ignorer cela. Alors en entendant le texte ici, j'ai la vision d'une jeune fille de 16 ans en sari en train de porter un petit bébé. Donc effectivement, ce sont des images. En vous écoutant, on a tous eu cette image-là. Moi, tout le long de cette émission, c'est l'image qui m'est venue 3 fois en mémoire. Et c'est assez fascinant. On doit vraiment se mettre à la place de cette mère de 16 ans. On voit cette jeune fille, on la voit, on vous voit dans ses bras. Alors je souhaite à tout un chacun, quel que soit son âge, de pouvoir connaître ses origines, de savoir d'où il vient, parce que savoir d'où on vient permet de mieux comprendre où on est et où on veut aller, où on va. Mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse, où les questions sont là et vont rester en suspens. Alors, pour bien vivre, je souhaite ou je conseille à certaines personnes qui pourraient se poser ces questions de façon légitime, honnêtement, c'est d'aller au-delà des questions et de vivre le moment présent. Je pense que le fait d'avoir des réponses à ces questions n'apporterait pas forcément
et maintenant chaque cas est unique, mais n'apporterait pas forcément une plus-value, de se sentir mieux, d'avoir une vie plus agréable. Il y a des personnes qui peuvent penser aujourd'hui que retrouver leurs racines profondes vont les transformer. Mais à part si elles décident de tout quitter, de retourner dans le pays d'origine, a priori, leur vie ne va pas foncièrement changer. La seule chose qui pourrait changer, ce serait négativement, ce serait d'avoir un regret ou des remords vis-à-vis de leurs parents actuels et de se dire qu'ils ont été trompés. Et c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce que je souhaite transmettre. Vous n'en avez aucun regret et aucun remords, mais des peurs? Non, je dirais plutôt que je n'ai aucune peur, mais que j'ai peut-être le regret de ne pas vraiment connaître. C'est fonctionnel, on va dire. Quand je vais chez le médecin aujourd'hui qui ne me connaît pas, il me dit quels sont vos antécédents génétiques. Je le regarde en souriant. C'est peut-être ça la seule crainte, c'est de me dire que j'ai peut-être quelque chose qui est génétiquement programmé, qui me manque ou que j'ai en trop entre guillemets. Mais c'est plus par rapport à du quotidien de la vie. C'est pas par rapport à une réflexion intellectuelle ou émotionnelle, ou familiale, affective. Voilà. Je pense que ou sanguine. Figurez-vous que les liens du sang sont des choses qui me sont totalement étrangères. Donc je ne me suis jamais penché. En fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être un reproche qu'on peut me faire, c'est que si je ne me sens pas concerné ou que je ne suis pas concerné, peut-être que je ne m'y intéresse pas, mais il y a tellement de choses auxquelles s'intéresser, des choses qui peuvent plaire, et la vie est belle et la vie est courte, donc il faut en profiter. Léo, je vous laisse en tout cas dans cette émission nous dire un mot, le mot de la fin. C'est cette émission qui se voulait être la vôtre, vous êtes resté à l'écoute, j'en suis sûr, et ce qui suit est peut-être votre histoire. Alors je vais conclure avec un petit poème que j'ai écrit, que vous trouverez dans un livre. Je ne vais pas citer le nom. Si vous voulez, vous pouvez. Donc, ça s'appelle Troisième Poétique, et donc il est sorti en février 2013. Ça s'appelle Le Respect. Et chacun pourra interpréter ses paroles à sa guise. Toucher son corps n'est rien, elle ne donne encore qu'en vain, mais frôler sa peau me donne des frissons. Connaître ses émotions me permet un écho, un retour à son cœur, qui battrait quelque part pour un peu de bonheur. Je suis son compagnon d'écart. Dors, princesse, dors et que nul ne t'agresse, ni mon amour intense, ni mon absence. C'était votre histoire, vous étiez sur Charles King Radio. David Essine, je conclurai cette émission en vous disant le proverbe du jour qui me vient à l'esprit à travers cette histoire. Comment peut-on vivre sa vie demain sans avoir vécu hier et sans vivre pleinement aujourd'hui? Merci de nous avoir suivis, à dimanche prochain, au revoir.